Bonjour, dans la capsule aujourd'hui, on va parler des techniques immunologiques. Dans le fond, ce sont les divers outils que l'immunologiste, donc les personnes en laboratoire, vont pouvoir utiliser pour détecter, quantifier divers composants du système immunitaire, ou on peut utiliser des composants du système immunitaire pour d'autres objectifs. Donc, on va voir ça à l'instant. Donc, la capsule va être divisée en 5 sections. Donc, la première, on va parler dans le fond de la détection, quantification et caractérisation des anticorps et de leur utilisation en tant qu'outil de recherche et de diagnostic. Ensuite, on va parler de l'isolement des lymphocytes, donc comment on fait pour, par exemple, isoler une population de lymphocytes T à partir d'un échantillon sanguin. Caractérisation ensuite de la spécificité des lymphocytes, de leur fréquence et de leur fonction. En quatrième partie, détection de l'immunité in vivo. Cinquième, manipulation du système immunitaire. Et en sixième, l'immunologie dans le domaine alimentaire. Donc, connaissez-vous des techniques ou des méthodes qui vous permettraient de détecter ou de purifier des anticorps? Essayez d'y réfléchir quelques instants, quelques secondes. Vous pouvez mettre la capsule sur pause, puis prenez ça en note. Essayez de trouver des méthodes. Comment vous feriez si je vous demandais, par exemple, d'isoler les anticorps d'un patient? Par exemple, si on veut savoir s'il est atteint de la COVID ou s'il a déjà été porteur de la COVID, donc on veut détecter des anticorps, vous feriez quoi? Moi, je vous donne des réponses maintenant. La première technique, c'est la chromatographie d'affinité. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur des billes, donc sur une surface, disons, solide, on va venir fixer des anticorps. Ces anticorps-là sont spécifiques pour un antigène que l'on veut détecter. Donc, par exemple, nous, on veut détecter si, par exemple, dans le sérum d'un patient, il y a l'antigène A. Donc, mes anticorps sont des anticorps anti-antigène A. On prend le sérum, par exemple, du patient, ou un mélange d'antigènes, puis on les met en présence de notre colonne d'affinité. Les antigènes, s'ils sont présents, vont être fixés sur les anticorps, mais tous les autres antigènes, de forme différente, eux, vont être éliminés. Par la suite, si je veux récupérer et détecter la quantité d'antigène A, je vais ajouter une substance, un éluant, qui va faire en sorte que l'antigène va se détacher de l'anticorps et ils vont être libérés par la suite. Donc, dans le liquide que je vais récupérer par la suite, je peux le détecter de différentes façons, mais si je détecte la présence de l'antigène, ça voudra bien dire que l'antigène était présent dans le sang de mon patient. Donc, on pourrait faire des trucs comme ça là, pour détecter la présence d'anticorps aussi. Puis là, par exemple, dans ma colonne d'affinité, j'aurai des anticorps anti-anticorps. D'autres techniques pour trouver ou détecter la présence d'anticorps ou d'antigènes, par exemple, dans une solution, dans un sérum, encore une fois. Il y a la technique RIA, pour Radio Immunoassay, puis ELISA, qui est Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Donc, dans le fond, la différence entre les deux, c'est que la technique RIA va utiliser un anticorps radiomarqué, donc à l'iode 125. Cette technique-là, au cégep, on ne l'utilise pas. En fait, on n'a aucun laboratoire qui utilise de la radioactivité. Puis de l'iode 125, là, ça commence à être du stock assez dangereux, donc on n'y touche pas à ce genre de réaction-là. Donc, la technique RIA, par contre, va être utilisée ailleurs. Il y a quand même d'autres laboratoires que le cégep. Donc, utilisée entre autres là, pour mesurer des taux d'hormones dans le sang ou d'autres liquides biologiques. L'ELISA, ça, c'est une technique que l'on fait ici. Donc, vous l'avez peut-être fait en immuno 1. On va le refaire en immuno appliqué. Donc, ça a plusieurs usages, la technique ELISA. Souvent, ça va être de détecter la présence d'anticorps dans le sérum, par exemple de l'être humain ou d'un animal. Donc, on pourrait, par exemple, comme nous on le fait en laboratoire, immuniser une souris et on veut détecter si la souris a effectivement réagi à cet antigène-là, donc si elle a produit des anticorps. Donc, après plusieurs injections, on récupère le sérum de la souris, puis on va le tester. Ce qu'on peut faire comme technique, il y a la technique directe, technique indirecte, mais par exemple, on va prendre une plaque de 96 puits souvent, donc c'est des très petits puits, dans lesquels on va venir fixer l'antigène d'intérêt. Donc, le même antigène que l'on a utilisé pour immuniser les souris, on le fixe dans le fond des puits. On met le sérum de nos souris en présence des antigènes. Ces anticorps, par exemple, j'ai mon antigène ici. Là. Donc, si l'anticorps est présent, il vient se fixer, par exemple, sur mon antigène.
Et par la suite, on peut ajouter un deuxième anticorps, donc un anti-anticorps, qui va reconnaître l'anticorps qui nous intéresse. Ce deuxième anticorps-là va être marqué avec, par exemple, une enzyme à laquelle on va donner le substrat, et le substrat va être métabolisé, transformé en un produit qui va donner, par exemple, l'apparition d'une couleur. Et cette couleur-là pourra être détectée par un appareil qui fait la lecture des plaques comme celle-là. Si vous voulez plus de détails ou d'informations sur la technique ELISA, vous pouvez aller voir une petite vidéo YouTube là-dessus. Donc, je vous invite à aller le regarder. Il y a plein de vidéos d'informations en ligne. Vous pouvez aller cliquer sur le lien qui est ici de la revue Nature qui explique le tout. Donc, c'est super bien fait. L'hémagglutination et le groupage sanguin. On connaît un petit peu les groupes sanguins, donc les groupes O, A, B et AB. Donc, ces groupes sanguins-là dépendent en fait des protéines qui sont exprimées à la surface des globules rouges. Donc, un groupe sanguin A, c'est que vous avez la protéine A à la surface. Okay, donc, on le voit ici, là, les espèces de petits on va dire triangles jaunes, les petites boules vertes, ça serait le groupe B. Puis si vous êtes AB, vous avez les deux. Et si vous avez en plus le facteur Rhésus, qui est une autre protéine, donc si vous êtes RH+, c'est que vous avez une protéine de ce type-là. Si vous êtes RH-, vous n'avez pas cette protéine-là. On peut aussi, donc on utilise par exemple des réactions immunitaires pour déterminer les groupes sanguins. Donc on va avoir des anticorps anti-A. Donc il va y avoir agglutination pour les personnes qui ont le groupe sanguin A. Moi par exemple, je suis du groupe sanguin B, et je suis B+. Donc moi par exemple, il y aurait agglutination pour les facteurs Rhésus+, et pour la protéine B aussi. Mais l'hémagglutination, on peut l'utiliser pour déterminer ce qu'on appelle le titre d'anticorps dans une solution. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut prendre des anticorps, pas des anticorps, on peut prendre des globules rouges de mouton, par exemple, que l'on va sensibiliser avec un antigène d'intérêt. Donc, vous avez, par exemple, votre globule rouge qui est ici. On va utiliser de l'acide tannique pour perméabiliser la membrane et on va mettre les globules rouges en présence de protéines qui nous intéressent. On a déjà fait des expériences de ce type-là au cégep. Donc, par exemple, on pourrait prendre une protéine de bœuf, la BSA, et on la place en présence de globules rouges de mouton. Dans le fond, les globules rouges vont être là juste pour nous permettre de facilement voir la réaction d'hémagglutination qui va se faire. Donc, imaginez que vous avez plusieurs globules rouges là, qui ont été sensibilisés aux protéines de BSA. Et là, vous avez une solution dans laquelle il y a des anticorps anti-BSA. Donc, théoriquement, ces anticorps-là vont reconnaître la protéine qui est là. Mais quand on parle d'hémagglutination, souvent, ce qui va se produire, c'est que lorsqu'on a plusieurs globules rouges qui sont marqués avec les mêmes protéines, un anticorps a 2 points de liaison. Donc, dans ces régions FAB, il y a 2 points de liaison. Donc, ce qui va se produire, ça va être une espèce de réseau, donc de complexe immun anticorps-antigène. Et dans une plaque, on va voir l'hémagglutination qui va se former. Par exemple, là, vous allez avoir, supposons que ça, c'est les puits d'une plaque. S'il n'y a pas d'hémagglutination, puis si je le fais de côté, là, donc ça, c'est un puits dans lequel je dépose mes globules rouges. S'il n'y a pas d'hémagglutination, toutes les globules rouges vont culotter au fond, donc vont se ramasser par exemple ici. Donc ça, c'est une vue là, de haut, ça c'est une vue de côté. Mais s'il y a hémagglutination, vous allez avoir une zone un petit peu plus élargie de dépôt d'anticorps et de globules rouges. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que au lieu d'avoir un dépôt qui se fait juste dans un petit moton comme ça, avec le réseau anticorps-antigène, les globules rouges vont se répartir sur une plus grande surface dans le fond de votre puits. Donc, vous allez pouvoir dire, OK, ici, il y a eu hémagglutination, puis en fonction des dilutions que vous utilisez, vous allez pouvoir déterminer ce qu'on appelle le titre de l'anticorps, donc la quantité relative d'anticorps qu'il y a de présent dans une solution. Réaction de précipitation, qu'on peut voir dans différents tests. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que pour qu'il y ait précipitation, il faut qu'il y ait un équilibre entre la quantité d'anticorps qui est présente et la quantité d'antigène. Si on a un excès d'anticorps, la précipitation ne se fera pas super bien. Mais quand on arrive à une concentration idéale, donc les complexes immuns se forment, et quand on a un beau complexe immun, c'est là où il y a précipitation.
Puis précipitation, ça veut dire quoi? Par exemple, vos antigènes et vos anticorps peuvent être solides. Okay? Donc, ils vont être libres, on va dire, dans un liquide, mais lorsqu'ils se joignent les uns aux autres, okay, ça va former un précipité, donc quelque chose qui va se former physiquement, visuellement, puis on peut le voir okay, dans divers types de réactions. Je vais vous montrer par exemple la technique d'Uchter-Looney. Donc on voit des zones de précipitation, ce sont les zones d'équivalence où les anticorps et les antigènes étaient dans des concentrations idéales. Si j'ai trop d'antigènes, c'est pas mieux non plus. Okay, mes précipités ne se feront pas bien parce qu'il n'y aura pas de réseau qui va se faire. Vous voyez ici, on a une belle quantité, donc un antigène qui est lié par deux anticorps, mais ici, ce sont deux antigènes qui se lient sur chacune des régions FAB. Deux antigènes donc, qui se lient sur les régions FAB des anticorps, donc il n'y a pas de réseau qui se fait, il n'y a pas de précipité. Puis juste une petite note là-dessus aussi, un même antigène peut avoir deux épitopes. On va voir l'importance de ça dans la technique d'Uchter-Looney dans quelques instants. Donc, si j'ai deux épitopes sur un même antigène, donc je peux avoir un anticorps, deux anticorps différents qui s'y collent. Okay? À ce moment-là, on va dire que l'antigène a une valence de 2. La valence, okay, dans le fond, c'est le nombre de sites okay, où des anticorps, par exemple, peuvent se fixer et où on a accès pour se fixer. Puis le nombre, dans le fond, d'épitopes présents sur un antigène, vous voyez la définition ici, là, est toujours supérieur ou égal à la valence de l'antigène. Donc, un antigène peut avoir plusieurs épitopes. Comme vous voyez ici, j'ai 6 épitopes, mais j'ai une valence de 4. Pourquoi? 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4 anticorps qui se fixent sur chacun leur épitope. Donc, sur cet antigène-ci, l'antigène, c'est ça. Mais j'ai 2 épitopes qui ne sont pas accessibles. Donc, la valence est inférieure dans ce cas-ci au nombre, pardon, d'épitopes. Même principe en dessous. Donc, on a un gros antigène. Donc, ça, c'est mon antigène. Avec ses épitopes, il en a 10. Donc, là, vous pouvez les compter autour. Mais la valence, dans ce cas-ci, c'est 8 parce qu'encore une fois, j'ai 2 antigènes qui ne sont pas accessibles parce que les anticorps qui se lient sur les autres épitopes masquent leur présence. Donc, technique d'Uchter-Looney. Okay, donc, vous avez un plat de pétri dans lequel, par exemple, okay, si je fais mon petit dessin ici, donc j'ai un plat de pétri, je vais avoir un puits central, puis je vais avoir des puits en périphérie. Donc, au centre, par exemple, je pourrais mettre un sérum, donc l'anticorps. Okay, donc, l'anticorps est ici. Puis, je mets des antigènes différents dans les puits qui sont autour. Donc, vous voyez un petit peu aussi là, sur l'image à gauche. Donc, ce qui va se produire, c'est que les anticorps vont migrer dans toutes les directions. Donc, les anticorps que j'ai mis dans mon puits central. Puis, les antigènes vont faire la même chose. Puis, quand ils vont se rencontrer dans la gélose, s'il y a équilibre et s'il y a reconnaissance, ça va faire un précipité. Donc, si vous regardez, par exemple, le numéro 1 ici, donc j'ai un anticorps anti-1. Ici, j'ai un antigène sur lequel il y a 2 épitopes, donc l'épitope 1 et l'épitope 3, et un autre antigène où j'ai seulement l'épitope 1. Donc, ça me fait un beau précipité. Donc, vous avez le puits d'anticorps qui est ici, l'antigène 1, 3 qui est là, excusez, j'écris très, très mal, et l'antigène avec l'épitope 1 ici. Donc, on voit un beau précipité qui se forme. Dans le deuxième exemple, j'ai 3 anticorps différents ou des anticorps qui reconnaissent des épitopes différents. Donc, anticorps anti-1, anti-2 et anti-4. Et ces molécules-là sont toutes différentes. Donc, on voit 3 lignes de précipités différentes. Donc, les précipitations ne se sont pas faites au même endroit. Mais là, il y a une particularité pour l'exemple numéro 3. OK, puis j'ai écrit la définition en dessous ici. Donc, les 2 antigènes portent l'épitope 1. Ça va. Mais un des deux porte en plus l'épitope 2. Okay, donc, sur le même antigène. Donc, mon anticorps anti-1, 2, donc reconnaît l'antigène 1 ici, reconnaît l'antigène 1 là. Mais puisque c'est la même molécule d'antigène, qui a seulement les 2 épitopes sur le même antigène, donc ici, quand vous voyez un petit éperon qui est là, c'est que ce sont les anticorps anti-2 qui ont passé à travers ici, qui n'ont pas été arrêtés par les antigènes 1 et sont venus capter les antigènes 2 un petit peu plus loin.
Mais il y a aussi des antigènes 2 qui sont ici, parce que c'est la même molécule que pour l'antigène 1, dans le puits ici du moins. Okay? Donc c'est pour ça qu'on a un petit éperon comme ça. D'autres techniques, l'immunoélectrophorèse, dans un gel, on va séparer les antigènes en fonction de leur charge. Donc, on les sépare ici. On a une gouttière dans laquelle on met l'anticorps. Donc, je mets l'anticorps ici. Donc, il y a de l'anticorps partout là-dedans. J'avais mes antigènes qui sont séparés en fonction de leur charge électrique. On va le dire comme ça. Une fois qu'on a arrêté le courant, donc les antigènes sont séparés, et là, les anticorps migrent, les antigènes aussi, et là où on voit des précipités, ça veut dire que dans le sérum, okay, dans la gouttière, les anticorps reconnaissent ces antigènes-là. L'immunodiffusion radiale simple, celle-là, elle est intéressante parce qu'elle est quantitative. Donc, si on fait, par exemple, une courbe d'étalonnage, donc avec des quantités d'antigènes données, on va pouvoir par la suite, en mesurant le diamètre de précipitation, on va pouvoir par la suite déterminer la quantité d'antigènes qu'il y a de présent. Des immunodiffusion radiaire simple, on l'utilise par exemple pour des plaques comme celle-là. Vous avez fait des tests peut-être dans le cours d'immuno 1, donc on utilise des plaques d'immunodiffusion radiaire simple comme celle-là pour détecter la présence d'anticorps dans le sang. Donc par exemple, vous avez, puis souvent les plaques qu'on utilise, là, je pense que c'est une douzaine de puits en périphérie. Okay? Souvent, il n'y a pas de puits central, mais peu importe. Et vous mettez, par exemple, l'échantillon du patient, donc le sérum du patient, dans les différents puits. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les plaques comme celle-là, il y a déjà des anticorps qui sont fixés partout dans la gélose. Ce sont des anticorps anti-anticorps. Donc, par exemple, si vous voulez tester, je ne sais pas moi, la concentration d'IgE dans le sang d'un patient, donc vous allez avoir des anticorps anti-IgE dans la gélose. Vous placez le sérum des patients, d'un patient ou des patients, peu importe. Puis ces anticorps-là, okay, du sérum, vont migrer dans la gélose. Et plus il y aura d'anticorps IgE dans la gélose, dans le sérum du patient, plus le diamètre sera grand. Donc, par exemple, si on faisait avec la gélose qui est ici, le patient qui est là, lui, on pourrait dire, bien, il n'y a pas d'IgE, ou très, très peu. Okay? Il n'y a pas de dépôt qui s'est formé. Lui, ici, il y en a peu. Lui, ici, il y en a peu. Lui, ça commence à être pas si pire, mais les deux qui sont là, okay, vont avoir une quantité d'IgE plus importante. Donc, est-ce que ça veut dire que ces personnes-là ont une infection par des parasites ou, par exemple, ils ont de hauts taux d'allergie? Donc, on peut le déterminer comme ça. D'autres techniques, okay, l'électrocinérèse et l'électrophorèse en fusée, donc encore une fois pour déterminer la présence d'anticorps, par exemple, dans le sérum d'un patient. L'électrocinérèse, okay, contrairement à l'immunodiffusion double, donc la technique d'Uchter-Looney, elle va être plus sensible. Okay? Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des anticorps qui vont être, par exemple, chargés positivement. Puis, de l'autre côté, on va avoir manipulé les antigènes pour qu'ils soient chargés négativement. Et là, on les met dans un champ électrique, donc avec une charge positive ici, négative là. Donc, si mes antigènes sont chargés négativement, on va les forcer à aller par là. Mes anticorps vont aller dans l'autre sens. Donc, ça évite, okay, contrairement à Uchter-Looney, par exemple, vous avez votre gélose de Uchter-Looney, vous avez les puits là, qui sont comme ça. Donc, par exemple, mes anticorps migrent dans toutes les directions, puis les antigènes migrent dans toutes les directions aussi. Quand on fait de l'électrocinérèse, tous mes anticorps vont dans un sens, tous mes antigènes vont dans un sens. Donc, si j'ai des concentrations, par exemple, faibles dans Uchter-Looney, ça pourrait faire en sorte que mes concentrations d'anticorps ou d'antigènes sont trop faibles. Je n'ai pas de zone d'équivalence, donc je n'aurai pas de précipité qui serait visible, par exemple. Okay? Tandis qu'ici, si je force les anticorps et les antigènes à se rencontrer, eh bien, à ce moment-là, j'ai plus de chances d'avoir une zone d'équivalence et d'avoir un précipité. Ensuite, j'ai l'électrophorèse en fusée. Donc, dans ce cas-ci, j'ai des anticorps immobiles dans le gel, un peu comme on a vu là, pour l'immunodiffusion radiaire simple. Donc, les anticorps sont déjà présents dans la gélose.
Je place mes antigènes dans des puits. Je les soumets à un courant électrique, encore une fois, et, encore une fois, ça va être quantitatif dans ce cas-ci, parce que plus il va y avoir un précipité qui va être prononcé, ou une distance plus grande par rapport au puits, plus il y aura d'antigènes dans mon échantillon. Donc, avec une courbe d'étalonnage, encore une fois, je pourrais doser la quantité d'antigènes présents dans ma solution. Ensuite, je peux détecter des anticorps anti-immunoglobulines. Donc, quand on parle d'immunoglobuline, c'est une protéine à la base. Un anticorps, okay, c'est une protéine. Donc, cette protéine-là peut être immunogène s'il est administré à une autre personne ou à un autre animal. Donc, mes anticorps à moi, de Patrick Fillion, okay, pour moi, ce ne sont pas des protéines immunogènes, ils font partie du soi. Mais si je prends mes anticorps et je les injecte à une souris, la souris va réagir contre mes anticorps et elle-même va pouvoir produire des anticorps anti-anticorps de Patrick Fillion. J'espère que vous me suivez. Okay? Et les anticorps, par exemple, de souris, anticorps de souris anti-Patrick, peuvent reconnaître des portions ou des structures différentes de ces anticorps-là. Donc, par exemple, je pourrais avoir des anticorps anti-isotypiques qui vont reconnaître tous les anticorps d'un même isotype, donc par exemple tous mes IgA, tous les IgE ou tous les IgG, chez tous les membres de l'espèce. Donc, même si c'est, par exemple, mes anticorps de Patrick Fillion qui ont été administrés à une souris, certains anticorps produits par la souris pourraient reconnaître tous les IgA, tous les IgE, tous les IgG de tous les êtres humains, parce que ça reconnaîtrait des structures identiques chez tout le monde. Donc, on les appelle anti-isotypiques. Ensuite, je pourrais avoir des anticorps que la souris va produire, anti-allotypiques, qui vont reconnaître tous les immunoglobulines d'un même type, donc par exemple tous les IgG, tous les IgA, tous les IgE, mais chez seulement certains membres de l'espèce. Donc, ça se peut que certains de mes anticorps ne soient pas identiques aux vôtres. Donc, ça se pourrait que, par exemple, les anticorps de souris reconnaissent mes IgG à moi, mais pas vos IgG à vous. Donc là, dans ce cas-ci, on parlerait d'anticorps anti-allotypiques. Allo, ça veut dire différent. Anti-idiotypiques, mais là, c'est quoi? Ce sont des anticorps contre les régions variables des immunoglobulines. Donc, ce seront des anticorps de souris qui reconnaîtraient les régions variables de mes anticorps à moi, par exemple. Ensuite, le test de Combs. Le test de Combs, lui, est utilisé pour déterminer l'incompatibilité rhésus entre une mère et son fils, ou sa fille, d'enfant, entre une mère et son enfant, on va le dire comme ça. Donc, pour qu'il y ait compatibilité rhésus, il faut absolument que la maman soit rhésus moins et que l'enfant soit rhésus plus. Si la mère est rhésus plus, il n'y aura pas de problème. Si l'enfant est rhésus moins et la mère est rhésus moins, il n'y a pas de problème aussi. Mais ça, c'est pas la bonne combinaison. Okay? Moi, par exemple, mes enfants sont rhésus plus, leur mère est rhésus moins. Donc, lors des grossesses, des accouchements, s'il y a contact sanguin entre le sang de l'enfant et le sang de la mère, surtout après la première, dans le fond, le premier accouchement, la mère va développer des anticorps anti-RH+. Et lors de grossesses subséquentes, il faut se rappeler que la mère transmet des anticorps à son enfant via le placenta, des IgG. Et si ces IgG-là reconnaissent le facteur rhésus chez l'enfant, à ce moment-là, ça pourrait causer, par exemple, une fausse couche, ça pourrait causer de l'anémie, ça pourrait causer aussi des jaunisses dans les cas un petit peu moins graves. Donc, une jaunisse, dans le fond, c'est que les anticorps de la mère attaquent les globules rouges de l'enfant, ça libère de la bilirubine, puis ça cause des effets visuels là, que l'on voit chez l'enfant, donc un changement du teint de la peau. Voilà. Donc, pour le test de Combs, il y a plusieurs techniques pour le faire. Donc, ce qui se produit. Je vais expliquer un peu la base. Donc, les anticorps anti-A, B et O maternels sont souvent de type IgM et ne peuvent pas traverser le placenta. Ce sont vraiment les IgG qui traversent le placenta. Là, techniquement, il n'y a pas d'anticorps anti-O parce que anti-O, ça n'existe pas. Mais les IgG, eux, peuvent s'en prendre au facteur rhésus. Donc, si l'enfant est rhésus plus, la mère peut l'attaquer. Donc, ce qu'on peut faire pour voir s'il y a une incompatibilité rhésus puis si la mère risque d'attaquer l'enfant, donc on peut aller récupérer des cellules rouges fétales de l'enfant
Okay? Ça peut toujours être problématique ou dangereux, mais quand même, ça peut être fait. Et on va voir si ces anticorps-là, les globules rouges, par exemple, sont reconnus par les anticorps de la mère, donc il va y avoir des anticorps maternels collés dessus. On récupère le tout et on va venir mettre un anticorps de lapin anti-anticorps humain. Donc, ce qui va se produire, vous avez le globule rouge ici, les anticorps de la maman, puis on met un anti-anticorps, donc un anticorps anti-anticorps qui lui provient du lapin, okay? Et on regarde s'il y a hémagglutination. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui est peut-être moins invasif, c'est récupérer seulement le sérum de la mère, donc récupérer des anticorps, les placer en présence de globules rouges que l'on sait rhésus positifs, donc ça pourrait être un don de sang, peu importe, et par la suite ajouter les anticorps de lapin, donc des anticorps anti-anticorps de la mère, et à ce moment-là, on regarde s'il y a agglutination des globules rouges. Maintenant, la production d'anticorps monoclonaux. Ça, gang, c'est hyper important. On va en faire cette session, donc il faut bien comprendre ce processus-là. Donc, le but, l'objectif, c'est de rendre un clone de lymphocyte B immortel pour avoir une source d'un seul type d'anticorps de spécificité définie. Okay? Donc, ce qu'il nous faut pour faire des anticorps monoclonaux, ce sont deux cellules. Ça nous prend des cellules myélomateuses, donc des cellules tumorales, et ça nous prend des lymphocytes B, qui sont des cellules productrices d'anticorps. Il y a deux façons de faire des anticorps monoclonaux, deux façons, on va dire, classiques. Okay? Vous avez la fusion de LB et de myélome, donc la technique des hybridomes, et c'est ça qu'on fait au cégep. Puis il y a l'infection de LB humain par le virus d'Epstein-Barr. Puis on pourrait rajouter aussi, là, il y a des façons là, avec soit des animaux modifiés génétiquement, des plantes modifiées génétiquement aussi, donc on va dire avec du génie génétique. Là. Il y a d'autres façons de faire. Mais moi, la technique que je vais vous expliquer, c'est vraiment la technique des hybridomes. Donc, je rappelle, les lymphocytes B produisent des anticorps. Le myélome amène l'immortalité. Ça paraît paradoxal de dire qu'une cellule, par exemple, tumorale est immortelle, mais c'est le cas. Une cellule tumorale, si on lui donne l'espace nécessaire, si on lui donne tous les nutriments, l'oxygène dont elle a besoin, elle va se diviser indéfiniment. Okay? C'est un des problèmes des cellules tumorales, c'est que leurs télomères souvent ne se raccourcissent pas, donc la cellule ne vieillit pas et elle peut se diviser indéfiniment. Nous, on va tirer avantage de ça pour faire des hybridomes. Donc, on met, par exemple, okay, puis si vous voulez écrire la petite définition, là, il y a une ligne, je sais que ça vous fatigue les lignes. Là. Donc, les hybridomes, ce sont des cellules issues de la fusion de cellules myélomateuses et de lymphocytes B qui produisent des anticorps précis. Donc, ce que l'on fait, en culture, on place des cellules myélomateuses. Donc, on les met dans un milieu nutritif, les cellules se multiplient. Parallèlement à ça, on injecte des antigènes d'intérêt à nos souris. Donc, ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, si on veut faire un traitement par des anticorps monoclonaux pour neutraliser la COVID-19, par exemple. Donc, on pourrait injecter des antigènes de COVID-19 à nos souris. Donc, on donne 2-3 doses de rappel. Par la suite, on va récupérer la rate que l'on va triturer et, ce faisant, on va récupérer plein de cellules B. On ne va pas juste récupérer les cellules B qui produisent des anticorps contre l'antigène de la COVID-19. Okay, la souris a peut-être été en contact avec d'autres micro-organismes, donc elle va produire plein de lymphocytes B. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous ces lymphocytes B-là, on prend toutes les cellules myélomateuses aussi, et on va faire de la fusion cellulaire. Puis, pour nous aider, on va ajouter une substance qui s'appelle le PEG, polyéthylène glycol. Donc, c'est une substance qui va favoriser la fusion des membranes des lymphocytes B avec les membranes des cellules myélomateuses. Dans mon mélange, okay, il va y avoir des cellules qui ne fusionneront pas. Il y a des cellules qui vont fusionner entre lymphocytes B, ça ne m'intéresse pas. Il y a des cellules myélomateuses qui vont fusionner entre elles, ça ne m'intéresse pas non plus. Puis il y a des lymphocytes B qui produisent des anticorps qui ne m'intéressent pas, qui vont fusionner avec des cellules myélomateuses aussi. Donc, je vais avoir un beau mélange okay, de cellules fusionnées, non fusionnées, fusionnées qui ne m'intéressent pas, etc. Donc, pour m'aider là-dedans, pour diminuer le nombre de cellules que je ne désire pas, je vais utiliser un milieu spécial, un milieu de culture spécial qui s'appelle le milieu HAT, milieu HAT. Ce milieu-là est composé d'hypoxanthine, aminoptérine et de thymidine.
L'aminoptérine, c'est un agent toxique. Ce qui va arriver avec l'aminoptérine, c'est que ça va tuer mes cellules myélomateuses. Donc, les cellules myélomateuses qui sont soit non fusionnées ou fusionnées entre elles vont mourir intoxiquées par l'aminoptérine. Donc, j'élimine déjà une partie de ces cellules-là. Les lymphocytes B, eux, vont survivre à l'aminoptérine parce qu'ils vont utiliser une voie de secours métabolique qui va être possible grâce aux deux substances qu'on aura ajoutées, l'hypoxanthine et la thymidine. Donc, les lymphocytes B, soit non fusionnés ou fusionnés entre eux, vont survivre, mais si on les laisse en culture assez longtemps, les lymphocytes B, ce ne sont pas des cellules immortelles comme les cellules myélomateuses. Donc, les lymphocytes B, non fusionnés ou fusionnés entre elles, vont mourir de leur belle mort simplement dans le temps. Ce qui va me rester, ce seront les hybridomes. Par la suite, comment je vais faire pour savoir quel hybridome est le bon? Bien, je vais les mettre dans des plaques ELISA. Et dans les plaques ELISA, je vais avoir mis les antigènes d'intérêt. Donc, par exemple, les antigènes que j'ai injectés à ma souris. On va dire que c'est ça que j'ai injecté à ma souris. Donc, ils sont au fond du puits. Je vais placer mes hybridomes là-dedans. Donc, si j'ai un hybridome qui produit le bon anticorps, je vais avoir un puits positif quand je vais faire mon ELISA. Donc, je vais pouvoir récupérer ces cellules-là et là, je vais pouvoir les mettre en culture. Si j'ai, par exemple, des myélomes qui se sont, pas des myélomes, mais des hybridomes qui se sont formés, mais qui produisent des anticorps qui ne reconnaissent pas l'antigène, eh bien, tout simplement, eux autres, je ne les garderai pas, je vais les éliminer. Donc, après plusieurs semaines, plusieurs mois d'expérimentation et de tests, je vais me retrouver avec des hybridomes, donc des cellules immortelles et qui produisent des lymphocytes B, des anticorps, pardon. Donc, je vais me retrouver avec ces cellules-là en grande quantité. Je vais pouvoir aussi purifier mes anticorps et là, les utiliser pour diverses applications. OK, donc ça, c'est une image qui résume. Je ne vais pas reprendre tout ça. Mais les applications, qu'est-ce qu'on peut faire avec des anticorps monoclonaux? On peut faire du marquage cellulaire. OK? Ça ici, c'est ce que vous avez fait dans le laboratoire numéro 1. Donc, on a fait du marquage, par exemple, de fibroblastes. Donc, on avait des anticorps monoclonaux. OK? Anti-actine, donc les anti-actines, donc des protéines du cytosquelette. Puis, ces anticorps monoclonaux-là, on les avait marqués avec un fluorochrome. Donc, dans ce cas-ci, si vous regardez l'image de gauche, c'est une photo qu'on a prise à l'époque quand je donnais le cours d'immunoappliqué, un peu comme je le fais avec vous. Ça, c'est vraiment une photo qu'on a prise en labo. Donc, on voit plein de fibroblastes. Vous distinguez même, là, dans le fond, le noyau des cellules. Donc, c'est une région où il y a moins de protéines d'actine. Donc, c'est pour ça que c'est moins fluo. Mais on voit très, très bien les cellules ici. On pourrait faire un marquage avec deux anticorps qui ciblent des structures différentes. Donc, ici, par exemple, j'ai encore une fois un anticorps qui se lie aux protéines impliquées dans la division cellulaire. Donc, encore une fois, c'est des microtubules, par exemple, dans des anticorps antimicrotubules. Et j'ai des anticorps qui ont reconnu les chromosomes. Donc, sur l'anticorps anti-chromosome, j'avais un fluorochrome un petit peu plus rouge, tandis que pour les microtubules, j'avais un anticorps avec un fluorochrome vert. Donc, je peux voir des choses différentes. Donc, une autre utilisation des anticorps monoclonaux, c'est le traitement de diverses infections. Donc, on parle dans ce cas-ci d'immunisation passive artificielle. Donc, on vous injecte des anticorps qui ont été produits dans un autre animal. Donc, par exemple, on a des traitements contre la rage. En 2014 aussi, on a utilisé des anticorps de ce type-là contre Ebola. Il y en a contre la grippe. On essaie d'en produire présentement contre la COVID-19. Donc, on vous donne des anticorps qui sont spécifiques pour des antigènes présents sur ces micro-organismes-là. Recherche qui se fait présentement, et c'est intéressant, ça serait de prendre des anticorps monoclonaux contre des cellules tumorales, et on les conjuguerait, attacherait à un médicament ou à une toxine. Donc, l'anticorps irait se fixer sur la cellule tumorale, livrerait précisément la toxine ou l'agent chimiothérapeutique sur la cellule tumorale et la tuerait de façon très, très, très précise. Donc ça deviendrait intéressant.
Les tests de grossesse, ça fonctionne comme ça aussi. Okay? Le fameux plus que vous voyez, là, dans le fond, ce qui arrive, là, dans un test de grossesse, donc on recherche une hormone spécifique. Et si vous avez la bandelette, donc l'urine, par exemple, va circuler sur la bandelette, dès qu'il y a du liquide qui apparaît, donc on va voir une bande comme ça qui va apparaître. Mais sur la bande aussi, il y a des anticorps. Et si l'hormone, par exemple, se fixe sur les anticorps, okay, donc l'hormone présente dans l'urine, ça va faire un précipité et ça va faire apparaître une bande comme ça. Donc, l'urine, juste l'humidité, fait apparaître la bande qui est là et les anticorps vont faire apparaître la bande qui donne le plus. Certaines bandelettes pour les tests de grossesse, pardon, donc par exemple, je pourrais avoir une première ligne qui va se former juste par la présence d'urine et j'aurai mes anticorps un petit peu plus loin. Puis, si l'hormone est présente, dans le fond, ça va faire un précipité, donc 2 bandes. Dans ce cas-ci, ça serait positif. Même principe ici, avec des tests diagnostiques là, pour détecter, par exemple, un pathogène dans votre gorge ou ailleurs dans votre corps. Dans ce cas-ci, c'est un streptocoque de gorge. Donc, on récupère la salive des patients. On place la bandelette. Donc, vous avez un tube, par exemple, avec de la salive. La salive va monter le long de la bandelette. S'il y a juste une bande qui apparaît, la personne est négative. Mais s'il y a 2 bandes, comme on le voit ici, la personne va être positive. Anecdote là-dessus, je me suis déjà auto-diagnostiqué un streptocoque de gorge parce qu'on a ce test-là en labo. J'avais vraiment mal à la gorge, ça ne passait pas, je me suis fait le test, j'étais positif, je suis allé voir mon doc, je dis regarde, j'ai la preuve que j'ai un strep, donne-moi quelque chose. D'autres utilisations des anticorps monoclonaux, donc le dépistage de diverses maladies, ça peut être ça. Ensuite, on a l'immunofluorescence. Donc là aussi, on utilise des anticorps monoclonaux, mais l'immunofluorescence est vraiment quelque chose d'intéressant quand on veut détecter la présence ou cibler une structure caractéristique dans des tissus, dans des cellules. Donc, on a plusieurs fluorochromes possibles qui vont être excités et qui vont émettre à diverses longueurs d'onde. Donc, ça peut être intéressant aussi. Donc, encore une fois, la même image que tout à l'heure. L'image, j'en suis fier, c'est pour ça que je la remets partout. Donc, l'image qui a été captée par des étudiants de biotech il y a quelques années, donc des fibroblastes de hamster marqués avec un anticorps anti-actine, lui-même marqué OFITC. Dans le fond, voilà, celui-là ici. Puis regardez la beauté des images que ça peut donner aussi, donc c'est quand même génial de voir ça. Puis ensuite, l'immunohistochimie. Donc là, on utilise dans ce cas-ci des anticorps, oui, mais au lieu d'être marqués avec un fluorochrome, ils vont être marqués avec une enzyme. Et lorsque l'on donne le bon substrat à cette enzyme-là, donc si l'anticorps, par exemple, là ici on a fait un marquage indirect, donc j'ai un anticorps qui se fixe sur un antigène, ensuite j'ai un anti-anticorps qui, lui, est fixé à une enzyme, et quand je donne, ça ici c'est le substrat, ça va être métabolisé en produit et ça va permettre l'apparition de couleurs dans un tissu. On peut faire des tests comme ça, par exemple, pour détecter la présence de cellules tumorales chez un patient, des choses comme ça. L'immunoprécipitation, donc l'exemple qu'on vous donne ici, c'est qu'on a utilisé une méthode radioactive, donc on a utilisé du soufre 35. Le soufre 35 va se fixer sur les protéines des cellules, donc vos cellules absorbent, captent le soufre, vont l'introduire dans leurs protéines. On détruit les cellules avec un détergent quelconque et ensuite on place des anticorps en présence de ces antigènes-là. Les antigènes qui vont être captés vont être radioactifs. On fait migrer le tout sur un gel. Ensuite, on peut soit transférer ce qui est sur le gel sur une membrane ou faire une détection directement sur le gel et on va pouvoir détecter à l'aide de la radioactivité, là, soit sur un film ou quoi que ce soit, la présence de bandes et en fonction de l'endroit où les bandes apparaissent, ça va nous permettre de dire la taille ou quelles sont les protéines qui ont été reconnues par les anticorps. L'immuno-empreinte ou le Western blot, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer jusqu'à un certain point. Là. Donc, par exemple, on récupère des protéines d'intérêt, on les fait migrer sur un gel, donc un gel à protéines dans ce cas-ci. On va transférer les protéines qui sont sur le gel, on va les transférer sur une membrane. Et de cette membrane-là, donc on a le gel qui est ici, les protéines sont séparées en fonction de leur taille.
on prend le gel et on va le placer en contact avec une membrane. Là, ça a l'air bizarre, là, mais on met vraiment épais de papier absorbant, puis du liquide. Puis le liquide, dans le fond, par capillarité, va monter, donc va passer à travers le gel et va amener avec lui les protéines qui vont être captées et stoppées par la membrane. Mais le liquide, lui, va continuer et va être capté par le papier absorbant. Mais l'idée, dans le fond, ce que l'on veut, c'est de transférer les protéines d'un gel à une membrane. Et de cette membrane-là, on va pouvoir faire la révélation des protéines présentes avec les anticorps qui vont être marqués. Les anticorps pourront être marqués de façon radioactive, okay, ou pourront être marqués avec une enzyme. Par exemple, nous, en laboratoire, on va les marquer avec une enzyme. Puis l'enzyme que l'on va utiliser, nous, va être la phosphatase alcaline. Donc, ça va faire un précipité sur la membrane par la suite. On va pouvoir détecter si, oui ou non, par exemple, le sérum de votre souris ou quoi que ce soit là, contenait les protéines d'intérêt. Maintenant, on va regarder comment on peut maintenant isoler des cellules en particulier. Donc, là, on parlait d'anticorps, détecter et purifier des anticorps. Là, on va vouloir trouver, par exemple, des lignées cellulaires spécifiques. On va voir comment on peut faire. La première méthode, c'est l'isolement des lymphocytes sur un gradient de Ficol-IPAC. Donc, vous récupérez les cellules, par exemple, je sais pas moi, du thymus de votre souris, de la rate ou même du sang. Et on va faire une centrifugation. Et le Ficol-IPAC, c'est une substance qui va être assez visqueuse. Ce qui va faire en sorte que certaines cellules vont culotter, donc vont se retrouver au fond du tube, ne seront pas d'intérêt. Mais les cellules qui nous intéressent, elles vont être bloquées à l'interface. Puis littéralement, là, dans votre tube, vous voyez l'interface entre le ficol et le sérum, par exemple. Donc, vous allez venir récupérer avec une pipette ce que vous voyez ici, donc l'espèce de dépôt blanc qui va être à l'interface du ficol et du liquide. On peut récupérer nos cellules lymphocytaires comme ça. C'est pas super précis, mais ça fonctionne. On peut faire aussi de l'isolement par une technique qu'on dit de panning. Donc, vous avez dans le fond d'un puits des anticorps, par exemple, on va dire, je sais pas moi, cellule T, CD8. Okay? Vous, votre mission, c'est de récupérer les cellules T, CD8 dans le sang d'un patient. Donc, ce que vous pouvez faire, vous prenez des anticorps anti-CD8 qui sont fixés dans le fond d'une plaque. Vous prenez le sang ou le sérum, le sang, oui, du patient. Pas juste le sérum, ça me prend les cellules dans ce cas-ci. Donc, on les place là-dedans. On fait des lavages. Donc, les cellules qui ne possèdent pas les bons antigènes vont être éliminées. Mais celles qui vont rester là, ça va être mes cellules CD8. Et par la suite, je vais pouvoir rajouter un éluant qui va détacher les cellules et je vais pouvoir récupérer seulement les cellules CD8 qui m'intéressent. L'autre, là, on est plus dans la technologie, puis on est plus en business dans un appareil comme celui-là. Donc, c'est de la cytométrie en flux et de l'analyse par FACS, ou Fluorescence Activated Cell Sorter. Donc, ce que c'est, en fait, le FACS ou la cytométrie en flux peut nous servir à plein de choses différentes. Donc, pour compter des cellules, isoler des cellules en particulier, déterminer les caractéristiques de nos cellules. Fait que c'est super intéressant. Moi, j'ai travaillé avec ça à la maîtrise, puis c'était vraiment là, un outil parfait là, pour ce type d'exercice-là. Donc, le principe de base, c'est que votre échantillon de cellules, ou peu importe, qu'il soit marqué ou non, vos cellules, peu importe, on va faire divers types de réglages. Mais l'idée, c'est que ça va être un tube très, très fin qui va laisser passer seulement une cellule après l'autre. Donc, les cellules que vous voulez compter, que vous voulez isoler, ou peu importe, vont être comptées une par une. Puis on va vérifier diverses caractéristiques de ces cellules-là aussi. Donc, on va pouvoir les compter comme ça. Donc, par exemple, dans l'exemple qui est ici, on pourrait vouloir marquer certaines cellules comme celle-là ici, mais pas les vertes. Donc, si on les marque avec un anticorps, donc toutes les cellules vont passer ici. Il y a un laser qui va être envoyé à travers le microtube. Et les cellules qui sont marquées vont envoyer un signal et ça va nous permettre de les compter. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, par exemple, dans les graphiques qui sont ici, on a fait un double marquage. Donc, les cellules ont été marquées avec des anticorps anti-CD3. CD3, c'est un complexe protéique qui est exprimé par des cellules T. Et on a ensuite
fait un autre marquage qui, dans ce cas-ci, marquait les cellules T CD8 spécifiquement. Okay? Donc, ou la protéine CD8. Donc là, on les fait passer dans l'appareil. Mon appareil envoie le laser qui va détecter la présence des marqueurs anti-CD3 et anti-CD8. Dans la région qui est ici, ce sont les cellules qui n'ont pas été marquées. Donc, ce ne sont pas des cellules T, point. Dans la région qui est ici, j'ai des cellules T, mais qui expriment seulement le CD3, pas le CD8. Donc, c'est peut-être des cellules T, CD4. Ici, j'ai été marqué, on a marqué les cellules des deux façons. Donc, les cellules ont été marquées par le CD3 et marquées par le CD8. Donc, cette région-là, ce sont les cellules T, CD8, on va dire plus matures, qui expriment et le CD3 et le CD8. Tandis que les cellules qu'on retrouverait ici, dans ce cadran-là, ce sont les cellules qui expriment seulement le CD8, mais pas le CD3. Donc, on peut dire à l'appareil de conserver seulement celles-là qui nous intéressent. On les fait repasser dans l'appareil par la suite et on réalise qu'on a vraiment une population de lymphocytes spécifiques des cellules T CD8 qui expriment la protéine CD8 et la protéine CD3. Encore une fois, on peut utiliser les fluorochromes dans le fax pour détecter la présence de certaines cellules en particulier, donc je ne reviens pas trop là-dessus. Autre chose qui peut être intéressante, c'est que le fax ou l'acétométrie en flux peut m'informer sur deux caractéristiques des cellules elles-mêmes. Donc, même si elles ne sont pas marquées par un anticorps avec un fluorochrome, on peut avoir un renseignement sur la taille de la cellule. Donc, il y a des cellules qui sont plus petites, des cellules qui sont plus grosses. Donc, un lymphocyte versus un macrophage activé, ce n'est pas la même taille. Puis, il y a aussi les rayons de côté, side scatter, qui, eux, vont nous renseigner sur la granulosité ou le contenu cytoplasmique des cellules. Encore une fois, si je compare un lymphocyte avec soit un éosinophile ou un basophile qui, lui, est plein de granules, ce ne sera pas la même chose. Donc, par exemple, pour le forward scatter, donc les rayons lumineux qui arrivent de face, si la cellule est petite, il y a beaucoup de rayons qui vont passer à côté, tandis que celle qui est plus grosse va en bloquer une plus grande partie. Puis, les rayons qui arrivent de côté, plus il y aura de rayons déviés, ça voudra dire que j'ai beaucoup de granules dans ma cellule. Donc, une cellule qui n'est pas granuleuse, les rayons vont passer tout droit. Si la cellule est très granuleuse, les rayons vont être déviés. Encore une fois, vous pouvez aller voir le petit vidéo qui est là. Donc, ce que ça peut donner comme résultat, puis ça c'est intéressant. Donc, dans l'axe qui est ici, on a le forward scattered, donc les rayons directs, puis side scattered dans ce sens-là, donc en ordonnée, pour la granulosité des cellules. Et là, on regarde. Si je regarde l'échelle qui est ici, plus je me dirige vers la droite, plus mes cellules vont être grosses. Ici, dans cet axe-là, plus je me dirige vers le haut, plus mes cellules seront granuleuses. Donc, si on regarde les résultats qu'on a obtenus sur les graphiques, donc le 16% qui est ici, ce sont des cellules peut-être un petit peu plus petites, ou moyennes, mais elles ne sont pas granuleuses du tout. Ce sont des lymphocytes. Le troisième, mes macrophages ou lymphocytes activés, donc par exemple, ça peut être des plasmocytes aussi. Donc, elles ne sont pas super granuleuses, macrophages ou lymphocytes B activés, mais elles vont être plus grosses. Donc, on va les avoir dans le cadran ici. Puis, dans le cadran qui est là, ce sont des cellules qui ont une grosseur, on va dire, moyenne, mais qui sont très granuleuses, parce qu'il y a beaucoup de rayons qui ont été déviés. Donc, ce sont mes polymorphonucléaires granulocytes. D'autres exemples de marquage, c'est des résultats que moi j'avais fait. Donc, au départ, on fait toujours passer un échantillon négatif, donc non marqué, des cellules non marquées dans l'appareil. Puis c'est nous, ou le technicien là, qui place les deux courbes comme ça. Donc, ça veut dire à l'appareil, tout ce qui n'est pas marqué, ça s'en va là, puis le reste doit être éliminé. Par la suite, là, tu mets ton échantillon qui est marqué. Donc, en FL1, ça peut être un marqueur, par exemple, comme tantôt, là, CD3. Puis ici, en FL2, ça va être un marqueur différent. Donc, par exemple, CD8, pour avoir le même exemple. Donc, toutes les cellules qui sont dans le cadran,
Par exemple, ici dans le cadran 3, ce sont des cellules non marquées. Cadran 4, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas de cellules qui expriment seulement le marqueur utilisé en FL1. J'ai beaucoup de cellules qui ont été marquées par les deux. Donc, qui ont été détectées dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et ici, dans le cadran 1, j'ai beaucoup de cellules qui ont été marquées seulement par le fluorochrome utilisé en FL2. Donc, ça, c'est vraiment pour distinguer et isoler des populations lymphocytaires. Si je veux juste faire, par exemple, un décompte des cellules qui sont marquées ou non, bien, je peux faire juste un marquage simple. Okay? Ou même, ça peut être un calcul de cellules même pas marquées. Là. Donc, encore une fois, je fais passer mes cellules. Okay? Dans ce cas-ci, on va dire qu'elles ne sont pas marquées. Donc, je dis à l'appareil, c'est le technicien, encore une fois, qui place la ligne qui est ici. Donc, tout ce qui est en bas de la valeur là ne sera pas calculé comme étant des cellules marquées. Par la suite, je fais passer mes cellules qui elles-mêmes ont été marquées et là, je vois la différence. Okay? Donc, ici, j'ai beaucoup de cellules marquées, donc de cellules positives. D'autres isolements de lymphocytes, okay, ça peut être des lymphocytes qui ont été marqués par des anticorps, puis les anticorps eux-mêmes recouverts d'une bille magnétique, rien de moins. Donc, vous avez l'anticorps, bille magnétique qui est ici. Si votre anticorps, par exemple, est on va dire, un anti-CD4. Okay? Donc, les cellules CD4 vont être marquées par cet anticorps-là. On place le tout entre des aimants. Donc, j'ai ma bille magnétique qui est ici. Les cellules non marquées vont être éliminées. Les cellules marquées vont être prises par le champ magnétique. Et par la suite, quand je coupe le champ magnétique, je peux récupérer mes cellules d'intérêt. Donc, ceci met fin à la première capsule sur ce sujet-là. Allez voir la deuxième partie pour avoir la suite.